parfait. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur l'exercice 1, parce que je ne compte pas vraiment le corriger, vu qu'il y a pas mal d'éléments dans le cours. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Il y a quelque chose qui vous a... Moi, personnellement, j'ai deux questions. Première question, avez-vous reçu mon TP avec le nom de mes collègues? Oui, oui, C'est encore français. je l'ai reçu. Je suis inquiet parce que. Oui, OK, Francis. donc, Francis, oui, OK. je l'ai reçu Vous comme l'avez reçu, voilà, vous l'avez ouvert. Parfait, ouais, ça. OK. deux fois. La deuxième question, ça Mhm, va être à propos de la 3 puis la 4. Donc, laissez les autres mhm. personnes poser des questions, ça a une puis ça a deux. OK, c'est parfait. OK, donc quand on va arriver sur les 6-3 et puis les 6-4, tu vas poser ta question, c'est ça, non? Si j'ai bien compris. Je vais carrément te demander de la refaire avec nous autres parce que je l'ai faite, mais je n'étais pas certain. Oui, l'exercice 3 et puis l'exercice 4, je vais les faire totalement. Bon, peut-être que je vais répéter encore. Je disais que l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, je vais le faire totalement. L'exercice 5, euh, l'exercice 5 et puis le 1, non. Mais si vous avez des questions sur l'exercice 1 et l'exercice 5, je pourrais répondre vraiment pour les questions spécifiques que vous aimeriez avoir ou s'il y a une démonstration particulière que j'aimerais attirer votre attention dessus, on pourra regarder. Sinon, on va corriger les 6-2, les 6-3 et les 6-4 spécifiquement. Enfin, dans tous les détails. OK? Non, tout est beau avec moi. Parfait. Alors donc, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que pour les 6-1, vous avez des questions spécifiques, quoi? Parce que tout est vraiment dans le cours. Et puis la partie C aussi, vous savez comment trouver le R en question, donc à partir donc, du TP1. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau, à part que, bon, il y a trois variables, donc deux, avec la constante, donc ça fait 3. Et ce n'est plus K, donc c'est ça la différence avec le cours. Et la première question qui est de démontrer que l'estimateur est convergent, ben, c'est convergent parce que vous allez utiliser le fait que l'espérance nulle conditionnelle sur les régresseurs, vous voyez, c'est juste ça, l'espérance de epsilon t, et sachant xt égale à 0, donc vous utilisez les espérances itérées, vous allez trouver effectivement que bêta chapeau va converger vers bêta, toujours avec la même euh, avec les mêmes, les mêmes démonstrations du cours, obtenir la distribution asymptotique de l'estimateur, donc le théorème central limite. Il faut utiliser et proposer un test asymptotique pour tester chacune des hypothèses. Donc, il est essentiellement question de trouver le R en fait. Donc, il y a rien de nouveau dans l'exercice 1. Donc, je ne voulais pas vous perdre le temps non plus, vu que vous avez examen. Donc, on va aller à l'essentiel. C'est sûr que vous savez déjà, pas la peine de trop tarder là-dessus. Donc, mais si, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent encore mieux savoir sur quelque chose de particulier. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas non plus. Il ne faut pas qu'on essaie d'aller vite, mais il y a certains qui ne sont pas au même niveau d'information. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut savoir quelque chose plus spécifiquement, donc sur les 6.1, je ne sais pas, la question A, question B ou question C, voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a? OK. Il n'y en a pas. Donc, c'est parfait. Alors, on va corriger les 6.2. OK. Alors ici, on nous dit que soit epsilon t chapeau, le t-ième résidu de la régression des moyennes carrées ordinaires de y sur x dans le modèle de régression classique et epsilon t la vraie perturbation correspondante. Donc, on nous dit que yt égale à xt fois bêta plus epsilon t. C'est ça la régression. Et la question, c'est de montrer que
montrant que epsilon t chapeau moins epsilon t converge vers 0 en probabilité. OK? Bon, ça peut paraître tellement simple qu'on peut aller parcourir de 1000 chemins pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que bêta chapeau est égal à bon, je vais y aller, hein. Bêta chapeau, ça fait bon, je vais le faire. Peut-être que d'autres personnes ont fait d'autres méthodes. Bêta chapeau, ça fait x' x moins 1, x', bon, y. On sait ça. Donc, comme on est habitué, on a appris à démontrer que bêta chapeau, ça fait bêta plus x' x moins 1 fois x' epsilon. OK? C'est bon. Alors, si on a ça, c'est que on va voir que bêta chapeau moins bêta, OK, égal à x' x moins 1 x' epsilon. OK? Et je vais vous donner le epsilon t, epsilon chapeau aussi. Vous savez que epsilon chapeau, epsilon chapeau, vous savez que y chapeau est donné par yt chapeau est donné par xt fois bêta chapeau. OK? Ben, si on fait alors yt, ça va faire alors xt, excusez-moi. Si vous voulez l'erreur estimée, epsilon t chapeau, ce n'est rien d'autre que yt moins yt chapeau. Voilà, pour ne pas trop divaguer. Parfois, quand c'est trop simple, on ne veut pas courir 1000 chemins. Donc, ça, tout le monde est d'accord. Epsilon t chapeau, c'est l'erreur entre yt et puis yt chapeau, donc l'erreur d'estimation. Voilà. Et puis, vous voyez ça, le yt, ça fait xt bêta plus epsilon t. OK. Et puis, le yt chapeau, c'est xt bêta chapeau. D'accord? Et ça, si vous calculez le epsilon t chapeau moins epsilon t, vous allez voir que ça donne xt facteur de bêta moins bêta chapeau. OK? Donc, en fait, cette relation-là, donc, pourquoi est-ce que je faisais le développement ici? C'est pour arriver au fait que bêta chapeau moins bêta va converger vers 0. Comment on a démontré ça déjà? Que bêta chapeau est convergent. Il faut multiplier par 1 sur t. C'est ce qu'on a fait, non? La loi forte des grands nombres, c'est ça? Vous vous souvenez, pour montrer que bêta chapeau est convergent vers bêta, on a utilisé la loi des grands nombres en multipliant par 1 sur t ici et par 1 sur t ici aussi. Vous vous souvenez? Allô? Oui. Allô? Est-ce que... Okay. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on est d'accord pour cette démonstration, bêta chapeau moins bêta converge vers 0. En fait, c'est là-bas que je voulais en venir. C'est ça que je vais utiliser
pour montrer juste ça. Donc, comme bêta et bêta chapeau, voilà. Donc, vu que bêta chapeau moins bêta converge vers 0, alors d'après Slotsky, epsilon t chapeau moins epsilon t va converger vers xt. Voilà. La matrice xt, le xt est un réel, donc ça va converger vers x infini fois 0. Donc ça fait 0. Ok, c'est vraiment ça en fait la démonstration. Ok. C'est pas aussi compliqué que ça, quoi. Donc ça fait que ça peut mélanger. Je sais que les gens vont écrire beaucoup de choses pour pouvoir arriver à ça. Mais ce qui est important, ce que moi je vais voir ça. Et ça aussi. Et voilà, et puis Slotsky. Bon, Slotsky, parce que c'est ça qui vous permet. Hein. Mais il faut quand même ça. Et il faut utiliser bêta chapeau moins bêta qui converge vers 0. Ça, je serai intransigeant là-dessus. C'est important pour celui-ci. OK? Mais là, bon, ça dépend maintenant de comment tout le monde rédige le reste. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Je peux effacer. Parfait. OK. Ça marche. Alors, l'exercice 3. L'exercice 3, on nous dit que pour le modèle de régression simple, donc on nous donne YT qui est égal à bêta plus epsilon t, donc il n'y a pas de variable explicative, il n'y a que juste la constante, où l'epsilon t en fait suit une loi normale de moyenne nulle de variance sigma carré. Démontrer que la moyenne de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de bêta. En fait, quelque part, c'est de trouver le bêta MV. C'est tout ce qu'on demande. Ben, c'est d'arriver à trouver que ça donne effectivement la moyenne. OK? Bon, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est un exemple que je vous ai donné. Ici, vous allez voir que epsilon t, ça donne yt moins bêta. OK? Alors, il faut juste aller dans la loi de epsilon t. On sait que la loi de epsilon t, c'est quoi? 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins demi de epsilon t carré. Et vu que epsilon t est égal à ça, on remplace simplement. Et quand on calcule la vraisemblance, on aura finalement 1 sur sigma racine de 2pi exposant t fois exponentielle de moins demi de la somme de yt moins bêta au carré. OK? Puis là, quand vous prenez la log, que vous maximisez, donc ça va faire moins t ln de sigma racine de 2pi moins demi t ln de 1 t yt moins bêta tout au carré. OK? Parfait. Donc là, on va dériver maintenant par rapport à bêta. Tout ceci, ça va donner 0. Tout ceci donne 0. Et ceci, quand on dérive par rapport à bêta, ça fait un moins, fois ce moins, ça va faire plus. Avec le 2, le demi va partir. Et puis il va rester finalement yt moins bêta égale à 0. Alors ça va faire donc somme de bêta. Donc vous balancez ça ici. Donc la somme de bêta t fois, ça fait t fois bêta. Donc vous avez t fois bêta. Bon, bien entendu, ici c'est bêta EMV1. Bêta MV. Donc t fois bêta MV égale somme des yt.
Donc, vous aurez le bêta. Ça fait 1 sur t. Et ça, c'est la moyenne. OK? C'est la moyenne, en fait, la moyenne de YT, parce que la question, c'est de démontrer que la moyenne de l'échantillon est l'estimateur de maximum de vraisemblance de bêta. Donc, ça, c'est la moyenne, en fait, donc, de notre échantillon. Donc, l'échantillon Y. Échantillon Y, de Y. Voilà, donc, c'est ça. Ce n'est pas non plus compliqué aussi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais, je sais que vous êtes fort. OK, donc, faites attention, voilà, à pouvoir faire ces calculs-là à l'examen. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Juste à dire, en fait, comment l'avant-dernière ligne, le T est apparu comment? Parce qu'on a additionné ça, la même chose de 1 jusqu'à T. Donc, ça fait une constante. Voilà, voilà, on additionne T fois. Parfait, merci. Une autre question pour vous. À gauche, l'avant-dernière ligne, le L est. C'est quoi qui était en exposant à gauche, l'autre gauche? Ici? À gauche, plus à gauche. Gauche. Okay. Yeah. OK. C'est quoi qui est l'exposant? C'est 1 sur sigma racine de 2pi. Celui-là. Oui, non. T. C'est l'exposant. T. T. C'est ça que je pensais, mais je voulais juste vérifier. OK. Merci. Bienvenue. OK, je peux effacer. Hein? OK. Pour l'exercice 4, là, on nous donne, c'est un peu le même exercice aussi. On nous donne x égale exponentielle de moins x sur θ. Et on nous dit que de trouver l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ et obtenir sa distribution asymptotique pour proposer un estimateur de la variance. OK. Donc, on a l'estimateur donc du maximum de vraisemblance. Quand on veut, on peut calculer le log, enfin la vraisemblance. Bon, là je vais rapidement, hein, ça va faire 1 sur exposant t. OK. Exponentielle de moins 1 sur θ, la somme de xt. Tout le monde, parce qu'on fait la multiplication t fois. Ici aussi, on fait la multiplication t fois. La somme va rentrer ici. C'est juste ça. Alors, on va prendre le log. Donc, ça va nous ramener à ça. On va maximiser par rapport à θ. Donc, moins t ln de θ moins 1 sur θ somme de xt. Alors, quand on va dériver par rapport à θ, donc on aura moins t. Dériver de ça par rapport à θ, ça fait 1 sur θ. Θ mv. Et la dérivée de ça par rapport à θ, ça fait 1 sur θ carré mv fois
égale 0. Voilà, je veux dire, le chemin court, hein, je multiplie par le θ carré. Alors, j'aurai le θ carré. Non, si je multiplie par θ carré, j'aurai moins t θ. Moins t fois θ mv plus la somme égale à 0. Donc, je vais écrire ceci, t fois θ mv égale à la somme. OK, donc j'aurai θ mv égale 1 sur t somme de xt. OK. Il y a des questions là-dessus. Donc, l'estimateur, ça donne la moyenne donc de l'échantillon. OK. Est-ce qu'il y a des questions? La question qui suit, c'est de trouver donc l'estimateur de maximum de vraisemblance et c'est de trouver plutôt la distribution asymptotique. Voilà, donc le cours, on nous a donné la distribution asymptotique. C'est je cherchais l'espérance. Juste pour savoir, j'ai une question. Ouais. À la ligne à droite en haut, Ouais. c'est une autre dérivée ou qu'est-ce que vous avez fait juste pour être sûr? Ici? Oui, ça ici. Ouais. Ça, c'est Ouais. après, qu'est-ce que vous avez fait pour? Moi, j'ai multiplié par θ carré. J'ai multiplié toute l'équation par θ carré. Bon, bien entendu, quelqu'un d'autre pourrait essayer de mettre au même dénominateur en faisant θ carré, mv, et puis ici, ça va faire moins t fois θ mv plus xt. Voilà, ça revient à la même. Donc, finalement, ça va faire que le numérateur ici va donner 0, donc c'est ça. OK, parfait. Merci. C'est ça. Une autre question pour vous. Mm-hmm. On commence à mettre le MV quand on est arrivé à la condition de premier ordre, en première dérivée? Moi, oui, c'est juste par rigueur mathématique. Sinon, bon, même si vous ne mettez pas, ce n'est pas grave. OK. Parce qu'à un moment donné, il fallait mettre les chapeaux à partir de ce moment-là. Puis là, avec le maximum de vraisemblance, on met le MV Ouais, à pas mal à la place. Oui, c'est ça. Sinon, le chapeau aussi, ce n'est pas grave, quoi. OK, merci. OK. Alors, donc, sous les conditions générales qu'on suppose d'être satisfaites, on peut démontrer effectivement que θ chapeau converge vers un certain θ 0, tel que racine de t, le θ chapeau, moins θ 0, donc en distribution, va converger vers donc, la loi normale I. Donc, ce que je raconte, c'est que θ, la question c'est de trouver la loi. De trouver sa distribution asymptotique, ok? Donc, la distribution asymptotique revient à ce truc. Racine carrée de t facteur de θ mv moins θ converge en loi vers je ne sais pas si c'est J ou bien I, vous la notez. Je sais que c'est la matrice d'information.
Normalement, c'est I. Mais il y en a qui le mettent J. Et pour nous autres. I, c'est ça? Oui. I, θ avec un petit zéro en dessous pour dire que c'est le vrai. Oui, bon, ici, c'est parce que j'ai noté, bon, on peut le mettre 0. Sinon, c'est le vrai θ. C'est ça. Alors maintenant, le I, là, il faut aller dériver maintenant je sais que c'est ici que, comment il s'appelle, Tran, si je ne me rappelle pas bien de le nom. La question qu'elle me posait la dernière fois, ouais, c'est Tran. C'est essentiellement un peu sur ça, parce que θ, c'est une seule valeur. OK. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous dérivez par rapport à θ. Donc, il y a deux formules qui vous ont été données. Le I du θ, ça donne soit vous faites l'espérance de dériver. Bon. Donc, bon, oui, c'est dérivé de ln. Donc, là, cet élément-là, le ln de la vraisemblance de θ, okay. Vous faites ça, et puis vous multipliez quoi. Donc, si vous le multipliez, ça va faire au carré. Soit vous faites ça, soit vous faites moins l'espérance de, vous dérivez deux fois en fait la vraisemblance. On va faire les deux, voir ce que ça donne. OK? Donc, on va faire ça, et puis on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, la gamme. Oh! J'efface ma dérivée. OK. Qu'est-ce que je fais? Voilà. OK. Alors, ça c'est la vraisemblance, c'est le ln de la vraisemblance. Et ça, c'est la première dérivée. OK? Soit on élève tout ceci au carré et on trouve l'espérance. Ou alors on dérive deux fois. C'est-à-dire qu'on dérive encore ça et on trouve l'espérance. Bon, faisons d'abord la dérivée seconde. Donc, dérivons encore celui-là pour voir ce que ça donne. Ça donne plus. Bon, pourquoi je mets plus d'ailleurs? Ça donne t sur θ carré plus moins 2 moins 2 θ divisé par θ 64, donc ça fait moins 2 sur θ au cube. OK. Fois la somme des xt. D'accord, ça c'est la dérivée seconde par rapport à θ. C'est ça qui donne ça. Alors, on aura donc à prendre l'espérance de tout ceci. Donc, on aura moins je mettais espérance de 1 sur t carré, 1 sur θ carré. Bon, il y a le moins. OK.
je vais mettre I de θ égale moins l'espace que tout le monde me suit 2 fois xt espérance de 1 sur θ au cube. D'accord? Alors, θ, c'est quoi? On a vu que θ, c'est la moyenne. Bon, en fait, avant même de dériver, on aurait pu... vous voyez que les θ qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire qu'on pouvait réécrire tout avant de faire la dérivée. Okay? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé ici, on pouvait remplacer ceci en fonction du θ aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ce qui importe maintenant, c'est qu'il faut prendre maintenant θ qui donne cette expression qu'on va aller remplacer. Les θ, en fait, ce n'est rien d'autre que x bar. Okay? Et il faut le remplacer ici. Okay. C'est pas clair. Est-ce que vous pourriez répéter? C'est-à-dire que le θ, c'est x bar. Okay. C'est cette expression qu'on doit le remplacer à ce niveau-là. OK? Est-ce que ça fait du... Dans le fond, vous voulez dire que θMV, c'est la moyenne? Oui, c'est la moyenne. Okay. C'est la moyenne qu'on avait calculée. Donc, on va le remplacer. Attendez, je vais regarder dans mes calculs pour voir si j'avais remplacé avant de faire les calculs ou bien si j'avais... Attendez. Ou si j'ai calculé avant de remplacer. Ok, je vais le remplacer avant de faire la dérivée. Donc, on avait trouvé donc, le θ m chapeau qui donnait donc, le x bar. Donc, c'est ici que je veux vraiment le remplacer, quoi. Donc, avant de faire la dérivée, je vais effacer tout ce côté-là. Alors, donc, le ln donc, de la vraisemblance, cette fois-ci, c'est cette expression, je le recopie pour avoir de l'espace. Moins 1 sur t, donc la somme des xt. Donc, si on fait la dérivée par rapport à θ, on trouvait donc moins t sur θ plus 1 sur θ carré, somme de xt. Alors, une fois qu'on a trouvé θ égale 1 sur t, somme de xt. Alors, vous allez voir que la dérivée ici, la dérivée de ln, parce que ça, c'est la dérivée de ln par rapport à θ. Donc, la dérivée de ln par rapport à θ, ça va donner alors moins 1 sur θ plus 1 sur θ carré. La somme de xt, ça donne t fois θ. Donc, dérivons encore une deuxième fois. On a dérivé une deuxième fois, on a trouvé cette expression-là. Voilà. Donc, t sur θ carré, pardon. La dérivée seconde, ça donne t sur θ carré
moins 2, ici c'est moins 2 sur θ au cube fois la somme des xt. Alors, je disais que la somme des xt ici, ça donnait donc t fois θ. Okay? C'est ça que je vais remplacer. Okay? La somme des xt, ça donne t fois θ. Mais si je remplaçais, alors ça me donne, voici encore. La somme de ici, ça me donne t fois θ. Donc, si je remplaçais ici, j'aurais la dérivée par rapport à θ carré, donc de ln de log. Ça va me donner t sur θ au cube moins 2 sur θ au cube. Ça, c'est θ carré ici. Moins 2 sur θ au cube, donc le fois t fois θ. OK? Donc, finalement, ça donne t sur θ carré moins 2t sur θ carré. Si c'est bon? Ce qui fait que ça fait moins t sur θ. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, quand je vais prendre maintenant le moins, bon, encore là, on sait que, je prends une autre couleur. On sait que l'information de θ, ça fait moins i, l'espérance donc de la dérivée au carré du ln de L. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est moins. Sur θ. Alors, ça, on a calculé, on trouve ce truc, ça donne moins t sur θ. Donc, ça devrait me donner moins espérance. Je vais mettre au clair tout ceci, ne pas mélanger. Je ne sais pas si vous avez traité ça pour arriver jusque-là. À vrai dire, moi, je me suis planté au chiffre d'avant, donc je ne suis pas arrivé à la conclusion que c'était la somme des x, c'était la moyenne. Donc, je n'aurais pas pu faire la simplification, donc je t'ai fait. Ok, je vois ça. Monsieur, excusez-moi. Ouais. Je ne sais pas, mais si dans nos notes, là, il a la matrice de identification. C'est le log ici, c'est log de f xt au lieu de log de la fonction de vraisemblance selon les notes que j'ai eues. C'est log de f zt. Dans les notes de cours, c'est quoi? C'est moins 1 sur t. Donc, c'est l'estimateur convergent. C'est moins 1 sur t. Sigma de t est égal à 1 jusqu'à t. La dérivée sera de log de f zt. Θ chapeau maximum vraisemblance sur que des vrais selon θ et des vrais selon θ transpose. Donc, c'est plutôt la fonction fzt au lieu de la fonction de vraisemblance. Ici? Oui. Ah bon? Non. En fait, je pense que c'est... Monsieur? Oui? En fait, si je comprends bien, c'est juste que la fonction log vraisemblance, c'est égal à la somme des
c'est ln d'une multiplication, c'est la somme des éléments qui sont multipliés. Donc, il a juste sorti la somme en avant de l'espérance. Donc, plus c'est juste comment il a présenté sa forme finale est différente. Là. La fonction de... Là, je suis un peu confus. Est-ce que la question va dans le même sens que ce qu'elle vient de poser? Ben, je pense que ça, j'essaie d'expliquer comment le prof l'a présenté. Là. OK. Mais c'est parce que si j'ai bien compris, la log vraisemblance, c'est égal à ln de la multiplication de toutes les fonctions. Là. C'est oui, c'est ln du produit. Donc, ça, c'est égal à la somme des ln des produits. Non. Oui, Ben, non, mais la somme des ln individuels. OK, oui, oui. OK. Oui, tout à fait. Ah, OK. Ah, merci beaucoup. Merci bien. Et donc, c'est la même chose. Sorti, ouais. Bon, OK. Trent, ce qu'il explique, c'est que, en fait, effectivement, donc la vraisemblance telle qu'on l'a définie, la vraisemblance, ça fait le produit donc des f. Voilà, je vais mettre x, θ, OK. Et quand vous prenez le ln de la vraisemblance, vu que le ln du produit de quelque chose, ça va faire la somme des ln de ces choses, ce qui fait que quand on dit dériver la log de la vraisemblance, ça revient à dériver la somme donc, de la log des fonctions initiales. Donc, ça va donner la même chose. OK. Donc, je ne comprenais pas. Donc, là, il m'explique en fait ta préoccupation. Donc, ça devrait donner la même chose. OK. Donc, si tu prends donc, le ln, donc, je ne sais pas c'était quoi donc, la fonction. Voilà. Si tu prends le ln donc, de petit f c'est 1 sur θ fois exponentielle de moins x sur θ. Si tu prends le log de ça, ça va te donner moins log de θ moins plus moins x sur θ. C'est ce que tu devrais avoir. OK? Et tu prends la somme là-dessus, somme sur tout ceci, que tu vas dériver par rapport à θ. Donc, ça devrait te donner la même chose. Tu vas voir que tu vas trouver finalement moins t ln de θ moins 1 sur θ, la somme des xt. Donc, tu trouves exactement la même chose qui est ici. OK? Ça te donne le ln donc, de la vraisemblance. Donc, ça, le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose vraiment là où vous êtes arrêté, en fait. Enfin, là où certains se sont arrêtés. Donc, je vais continuer le calcul. Vraiment. Donc, ici, je vais effacer. 30, c'est bon? On s'est compris, hein? Oui, je comprends. C'est juste que c'est ça. Donc, j'ai appliqué la même formule que le prof, il a dit, Monsieur Duval, il a dit dans le cours. Donc, j'ai fait la dérivée première et dérivée seconde selon la log de la fonction x, fxt, mais pas la log de la fonction de vraisemblance. Donc, ça donne t sur θ. Alors, quand on fait le moins 1, donc le i θ moins 1, ça fait, c'est quoi? Moins 1, ça fait quoi? Θ sur t? C'est bon? C'est bon pour... Le calcul est correct pour tout le monde? J'ai l'impression que... Oui, tout à fait. OK. Le problème, c'est que je ne sais pas où j'ai laissé mon corrigé. Mais bon, c'est pas grave. Je dois le trouver. Donc, ça fait que vous trouvez quelque chose de plus simple quoi, par rapport à ce que vous avez trouvé vraiment dans le cours, dans vos... Enfin, si vous êtes arrêté quelque part ici, par exemple, c'est encore non connu. OK. Alors, est-ce qu'il y a des préoccupations, des questions à ce niveau?
Les préoccupations viendront demain. Pardon? J'ai pas entendu la question. Non, je disais simplement que les préoccupations seront pour demain. Pardon? Est-ce que vous... Les préoccupations seront pour demain, c'est simplement une blague. Dans les amants. D'accord, J'ai ok. une question pour vous. Oui. Il est passé où le deuxième terme? T'sais, on a continué avec T fois l'espérance de 1 sur θ, puis on a continué à le dériver. Mais le 2 fois la somme de l'espérance de quelque chose qui est en arrière d'un carré gris que je ne vois pas. Ici, non. C'est passé où? Oui. Oui, donc OK, ouais. celui-là, c'est... Ça, c'est la simplification que je n'ai pas été capable de faire hier. OK, puis après ça, on fait le T, puis un T en haut, puis 3 T en bas, ça fait 2 T en bas. OK? Donc, il va rester moins 2T, puis il reste... OK, parce que là, tu as un dénominateur commun. Là, ça, c'est le fun, ça. Mais moi, je t'ai pogné avec un T au carré, puis un T au cube. Ouais, et puis il y avait juste la somme ici. Bon. Ouais, il y avait la somme aussi. Bon. Ben moi, les deux étaient à l'intérieur de la somme parce que je ne les avais pas encore séparés. Bon. Écoutez, c'est pas ça le plus grave. Je verrai. Donc, je vais essayer de parcourir tout ce que tout le monde a fait. Si à un moment donné, tout le monde converge vers la même chose, sûrement. Assurément, bon, je vais devoir harmoniser sans problème. OK. Voilà. Bon, écoutez, là, on a trouvé en même temps donc la variance asymptotique. Oups. Donc, on a trouvé en même temps la variance asymptotique. Il y a le I θ moins 1. OK. Est-ce que il y a d'autres préoccupations? Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais j'ai envie de vous donner une fonction par rapport à l'examen. Ça sera un peu de ce genre-là. Oui, fonction de type, OK, voilà, ça me vient. OK. Je ne sais pas trop. L'exemple ne me vient pas vraiment. C'est comme un flash, je ne sais pas. Mais essayons voir. On ne va pas prendre la loi normale, on va prendre une loi qui... Je ne sais plus vraiment. Bon, je vais vous donner, et puis à la maison, enfin, essayer de... je sais que j'ai déjà fait la loi normale avec vous. Exponentielle de x moins x carré sur θ. Bon, pour ne pas perdre du temps, pour ceux qui ont le temps, essayez de faire ça pour trouver donc l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ. Et puis, essayez de trouver donc le i de θ aussi. Ouais. Bon, c'est ça. Ça ne me vient pas à l'esprit vraiment l'exemple que je voulais donner. Alors donc, un test asymptotique donc, de l'hypothèse nulle θ égale à 1. Donc là, vous savez comment faire les tests. On connaît la variance asymptotique. On connaît donc on peut donc faire donc, le test comme on a l'habitude de le faire. OK. Donc,
est-ce qu'il y a des questions? Vous n'en avez pas? J'essaie de fabriquer un exercice pour vous, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Peut-être que vous allez le rencontrer demain, je ne sais pas, parce que c'est venu comme un flash, mais bon, ça ne me vient pas. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas s'éloigner donc de ces petits calculs. L'examen, vous avez vu à peu près comment est-ce que Douglas fonctionne. Et l'exercice 5, bon, ça c'est sûr que ça va venir à l'examen, bien entendu. C'est un peu quelque chose de nouveau que vous avez fait. Donc, démontrer que, proposer un estimateur sans biais. D'abord, démontrer que c'est biaisé et non convergent. Il faut être rapide là-dessus. Je sais que vous savez le faire. Proposer que c'est biaisé, il faut calculer le bêta chapeau. Bon, il ne faut pas qu'on ne saisit pas tôt. Je vous donne les astuces avant que vous... Je sais que normalement, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Démontrer que c'est biaisé, c'est comme la première partie aussi, où vous démontrez que ce n'est pas biaisé, et puis vous arrivez à le faire, mais ici, seulement que vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors, il faut pouvoir prendre bêta chapeau, moins bêta, ça donne x prime x, moins 1 x prime epsilon. Alors, vous prenez l'espérance de ça, ça va vous donner je ne vais pas perdre du temps, c'est ça encore. L'espérance de x' moins 1 x' epsilon, sachant x. Alors, c'est ce qu'il faut utiliser comme d'habitude. Et vous allez voir qu'il va rester à espérance, donc x' moins 1 x' espérance. Et là, vous allez dire, cette fois-ci, ça ne donne pas 0. Donc, ceci est différent de 0. Donc, fois ceci, ça va donner quelque chose qui est différent de 0. C'est juste ça. Après, montrer que ça, on a montré que c'est biaisé. Montrer que c'est non convergent. Alors, la convergence, il faut juste se souvenir de comment est-ce que vous montrez la convergence. La convergence, on le montrait, à partir d'ici, on mettait 1 sur t, et puis 1 sur t là. Je vais aller rapidement. 1 sur t, x' moins 1, pardon. Sur t x' moins 1 fois 1 sur t x' epsilon. Bon, bref, c'est les sommes. X' fois x. Bon, si vous voulez à chaque date, ça va faire des sommes, mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, j'ai mis ça sous forme matricielle, c'est la même chose. Alors donc, pour montrer la convergence, il faut savoir que c'est le théorème c'est la loi des grands nombres qu'il faut utiliser. Pour montrer la convergence, c'est la loi des grands nombres. Pour montrer que c'est biaisé, il faut faire l'espérance simplement. Alors ici, d'après la loi des grands nombres, ça c'est la moyenne. 1 sur t fois quelque chose, c'est un peu comme la moyenne. Parce que ça va faire 1 sur t, x', c'est en fait, comme j'ai dit, c'est 1 sur t, xt, prime xt. Donc ça converge vers l'espérance de xt prime, donc, qui est qx. Donc vous connaissez tout ça. Et montrer que ça aussi, ça va converger vers l'espérance donc de xt epsilon t qui n'est pas nul. Comme ce n'est pas nul, donc c'est quelque chose qui va multiplier par ça. Donc, ça ne va pas donner 0. Donc, bêta, chapeau ne converge pas vers bêta. Ça aussi, c'est l'autre chose. Maintenant, il va vous demander de proposer un estimateur. Vous le connaissez, c'est dans votre cours. Au lieu que ce soit x' moins 1 x' y, c'est maintenant z' fois z' y. C'est tout. Maintenant, vous allez démontrer maintenant que cet estimateur est convergent. S'il y a quelqu'un qui veut que je le fasse, encore, et je peux le faire sans problème. C'était des notes. Il fallait juste réviser les variables instrumentales. C'est ça, en fait. Donc, le dernier cours, là. Donc c'est vraiment important de savoir que
il faut juste remplacer le premier X par le Z. Et puis, ça suffit. J'avais essayé de le faire avant de réviser le dernier cours. Je me suis planté, puis après ça, je l'ai refait. Exactement. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire le même travail comme précédemment, ou bien comme dans le TP1, le même travail, et vous allez voir tout de suite que ça tombe maintenant parce que Z et le epsilon sont indépendants. Donc, c'est le même travail maintenant et on trouve tous les résultats nickel. Parce que epsilon de Z et epsilon T, espérance de Z et epsilon T donne 0. Et après, on vous demande donc quelle est la distribution asymptotique de votre estimateur. Ça non plus, pas un problème. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez montrer que ça converge vers donc, bêta. Okay? Donc, parce que lui, c'est celui-ci. Est-ce qu'il est biaisé? Ouais, il n'est pas biaisé. Okay? Il n'est pas biaisé et puis il est convergent. Et son espérance est bêta. Et sa variance, vous pouvez le calculer exactement comme on avait calculé donc dans le TP1. Donc, rien ne change. Il suffit juste de savoir que le nouveau estimateur, maintenant, ce n'est plus X', mais c'est Z', fois Z', Y. Donc, est-ce que je ne sais pas si c'est avec vous que j'avais présenté donc, le variable instrumentale, la double moins carré ordinaire. Ok, si ce n'est pas vous, alors je vous l'explique. J'explique le procédé. OK. Le concept en soi-même, avant de... Donc, le concept, c'est que, premièrement, oui, et les questions qui vont venir demain. Premièrement, on veut régresser YT sur XT, OK, bon, epsilon T. On veut faire ça. Mais il s'avérait que une des conditions donc, des MCO est violée. Essentiellement, la variable XT est endogène. Donc, il n'est plus indépendant donc, de epsilon T. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de trouver des instruments. Alors, c'est quoi un instrument? Un instrument, c'est une variable qui va être, lui, non corrélée avec le epsilon T. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir résoudre un problème qu'on rencontre. Donc, il faut que lui-même ne soit pas le problème en question. Donc, il faut que lui, il soit indépendant donc, de epsilon T. Donc, il doit être non corrélé aux erreurs, mais que lui, il doit être une explication de XT, c'est-à-dire que XT est régressé, je ne sais pas, je vais dire bêta prime. Ah non, pas prime. Quand je mets prime, ce n'est pas la transposée. Je vais mettre quel coefficient alpha plus mu t. C'est-à-dire que ZT vient expliquer XT et maintenant, on prend maintenant les éléments de la régression. Donc, on va trouver maintenant le XT chapeau à partir donc, de cette nouvelle régression qu'on va retourner maintenant, faire une deuxième régression. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, la deuxième étape, on va régresser maintenant YT sur XT chapeau. Donc, ça, c'était la régression initiale qu'on voulait. On a un problème parce que XT est corrélé avec epsilon. Donc, ce qu'on fait, on va aller chercher d'autres variables qui vont expliquer XT et on va estimer cette relation par MCO. On va récupérer donc les estimés de XT qu'on va reprendre donc, dans notre équation initiale. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas les XT, mais ce sont les XT chapeau. C'est pour ça qu'on les appelle double moins carré. Les variables instrumentales, la méthode de variable instrumentale est appelée double moins carré. Et les instruments sont les ZT. Les ZT, cette fois-ci, ne sont pas corrélés avec epsilon T. Si vous trouvez le bêta chapeau de ça, vous allez voir que le ZT va apparaître là-dedans parce que ce XT chapeau fait apparaître ZT prime, parce que ça, c'est ZT prime, va faire apparaître le ZT prime. Okay? Donc, c'est de là que ça vient, en fait, le nouveau estimateur qu'on vient d'écrire. Mais comprenez une chose, ce qui va être important pour vous demain, c'est de savoir le nombre d'éléments qui est dans ZT. Donc, on va parler de la suridentification, de la sous-identification ou bien de l'identification parfaite. C'est quoi, en fait? C'est que si vous voulez expliquer un phénomène par un autre phénomène,
C'est-à-dire qu'on veut expliquer ZT. Non, on veut expliquer XT par ZT. D'abord, il faut que le nombre de variables de ZT qui sont dans ZT soit quand même supérieur ou égal au nombre de variables qui sont dans XT. Par exemple, vous voyez ici, quand on faisait la régression YT sur XT, ben XT, YT, c'est une seule variable, souvent ce qu'on fait. Et XT, il y en a plusieurs variables. Et ça se fait comme ça. Maintenant, si on veut prendre tous les XT, OK, et qu'on veut les identifier, on veut les régresser sur un groupe de variables ZT, mais si le nombre de variables qu'il y a dans ZT est plus petit que le nombre de variables qu'il y en a dans XT, ben, vous n'allez pas pouvoir bien expliquer XT. Donc, il y a sous-identification. Donc, la dimension de Z, je pense que dans le cours, il est appelé L, et la dimension de X, c'est K. Donc, lorsque L est inférieur à K, on parle de sous-identification. Lorsque L est supérieur à K, on parle de sur-identification. Donc, quand il y a L égale à K, ben, c'est identification parfaite. Donc, on préférerait que ça soit supérieur ou bien égal, parce que si le nombre de variables explicatives dépasse le nombre de variables à expliquer, ben, il n'y a aucun problème. Mais c'est lorsque vous voulez expliquer une variable, vous voulez expliquer deux variables par une seule variable. Une question pour vous. Oui. On a vu juste deux situations. Le K était égal à L, puis le L était supérieur à K. On n'a pas vu quand il était inférieur. OK. Je crois. Oui, parce que ce n'est pas possible. C'est ça. Ça veut dire que quand L est inférieur, c'est sous-identifié et ce n'est pas possible. OK? Il ne peut pas vous présenter ça théoriquement. Okay? Donc, on ne peut que vous le présenter théoriquement que dans ce contexte-là. Dans ces deux cas, c'est possible de faire cela. Mais ici, ce n'est pas possible. Mais le nom qui est donné, c'est la sous-identification. La question peut venir comme QCM. Okay? Donc, c'est sous-identifié. Donc, le modèle ne pourra pas être fait. OK? Alors, une chose que je voudrais peut-être vous expliquer aussi pour nuancer les choses, c'est que n'oubliez pas la constante. Okay? Il y a une variable qui est la constante ici. Et moi, par exemple, si je poserais des questions, vu que je sais qu'il y a la constante ici, et que je vous dis que, hormis la constante, ben, supposez que dans ZT, il n'y a pas la constante. Bon. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais voici une question que je pourrais poser. Après avoir posé la question sur le L et puis le K, puis là, je vous dis que dans le K, il y a la constante. Autrement dit, les autres variables, c'est K-1. Je vous dis, OK, que dans le Z, il n'y a pas de constante. Alors, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais ce qui se passe, c'est que là, dans ce cas, ce n'est pas le L et puis le K qu'il faut comparer, mais c'est plutôt le L-1 et K. OK? Parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas la constante, parce que, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, c'est-à-dire que la constante, on peut toujours l'ajouter, c'est comme, ce n'est pas une variable dans le fond, c'est-à-dire que si dans votre variable xt, il n'y a pas la constante, et que dans zt aussi, il n'y a pas la constante, il n'y a pas de souci. Donc, vous comparez L et K. Mais si c'est que dans cette variable-ci, il y a la constante, et qu'ici, il n'y a pas la constante, mais que c'est dimension L, ben, ça veut dire que déjà, c'est comme si ici, déjà, il y a deux variables, et qu'ici, il y en a trois variables, mais en fait, ce qui est la troisième variable, c'est la constante. Donc, cette identification aussi est parfaite parce qu'en réalité, il suffit juste que vous enlevez la constante parce que la constante n'est pas le plus important en soi. Ou soit, si vous gardez la constante, ça fait la constante plus deux autres variables. Et ici, ça fait deux variables. Donc, vous pouvez juste ajuster la constante pour que ça fasse constante plus deux autres variables. Donc, ça fait une identification parfaite. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, au cas où il enlève la constante dans un, pensez
au nombre de variables qui ne sont pas la constante. Parce que la sous-identification et la suridentification se basent sur le nombre de variables sans les constantes. OK? Et aussi, le fait que, par exemple, dans le XT, il y a par exemple voilà, M variables qui ne sont pas corrélées avec epsilon t. Et puis, il y a N variables qui sont corrélées. Donc, ce sont les N autres variables qui sont corrélées qui doivent être identifiées. OK? Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'identifier toutes les variables, en fait, parce que s'il n'y a que N qui sont corrélées à epsilon t, ce sont ces N variables-là qui doivent être identifiées par ZT. Je pense que dans le cours, il devrait vous expliquer aussi que, en fait, quand c'est comme ça, vous pouvez les reporter, c'est-à-dire prendre les mêmes variables. Je vais donner un exemple plus concret, parce que là, je suis dans vraiment théorie. C'est pas sûr que vous comprenez la pensée que je... Voilà. Il y a aussi le fait qu'il n'a pas abordé la question de sous et sur. Oui, mais c'est possible que ça vous tombe dessus demain. Oui, mais tu sais, on n'a même pas commencé les séries chronologiques. Ouais. Il ne va pas poser de questions dans l'examen à propos des séries chronologiques. Il n'a pas commencé? Il n'a pas commencé? Non, OK, il ne va pas vous poser. C'était dans le TP, mais Ouais. ça n'a pas été couvert pendant le cours. Oui, tout à fait. Il m'avait dit qu'il n'a pas pu faire ça. C'est pour ça que j'ai dû vous présenter ça la dernière fois comme ça. Maintenant, bon, ceux qui n'ont pas pu faire la différence donc, pour les séries chronologiques, je n'en tiendrai pas rigueur. Mais au moins. Une question bonus? Pardon? C'est une question bonus? Je vous n'en tiendrai pas rigueur. En tout cas, ceux qui l'ont fait, ils auront le bonus, quoi. Yeah! C'est ça. Je vous n'en tiendrai pas rigueur. Ceux qui n'ont pas fait, ça ne vous affectera pas négativement, mais ceux qui l'ont fait, ça vous affectera positivement. Yeah. Okay. Donc, apparemment, cette année, il n'a pas eu assez de temps. Sûrement que vous voulez bombarder avec beaucoup de questions. Okay. Donc, je vais prendre l'exemple et puis je l'explique. Parce que je vais prendre un X comme ça. Et puis là, je vais mettre 1, 1, 1. Donc, la constante, on le connaît. X1, 1, X1, 2. X1, X1T. Et puis X1, X2, 1, X2, 2. X2T. Puis X3, 1. X3, 2. X3T. OK? Alors, ce que je dis ici, c'est que je vais supposer que, en fait, le problème se trouve avec ces deux éléments qui sont corrélés avec le terme d'erreur. Par contre, celui-ci, il n'est pas corrélé avec le terme d'erreur. OK? Alors, si on arrive à trouver un instrument, vous voyez, Z, qui a deux colonnes, donc ZT, ça fait... Z, voilà, c'est Z, c'est pas ZT. Donc, Z1T, Z2T. Oh, qu'est-ce que je fais? Z11, Z12, Z1T. Vraiment, je suis fatigué. Z21, Z22 et Z2T. Voilà. Donc là, j'ai deux instruments. Et la question, c'est que est-ce que cet instrument peut suffire pour ce modèle? Et là, je réponds, je dis oui. Parce qu'il suffit juste de reprendre ces deux éléments pour l'ajouter ici. C'est-à-dire, quand vous prenez ces deux, vous les introduisez donc à gauche, vous allez voir que ça va donner 4. Et puis 4. Parce que ces deux qui posent problème ont été déjà pu identifier. Donc,
Mais par contre, si c'est que c'est tous les 4 ou bien tous les 3 qui posent problème et que vous avez juste trouvé 2, bon là, on est dans sous-identification parce que c'est les 3 qui posent problème et vous avez juste trouvé 2. Mais s'il y a 2 qui posent problème et que vous avez pu le remplacer par 2 autres, et pour compléter vraiment cette matrice, il suffit juste de prendre ceux qui ne posent pas problème et de les introduire. C'est ce que j'explique. Donc, soyez vigilants. Mais je pense que cette question-là de L et K pourra venir demain à l'examen. Et sur comment calculer le maximum de vraisemblance avec la log vraisemblance, bien entendu, tout ce qui concerne les variables instrumentales, montrer que c'est biaisé, trouver un estimateur non biaisé et qui est convergent. Et puis, les trucs à la distribution asymptotique, c'est clair que ça vient, quoi. OK? Donc, il faut réviser vraiment la dernière partie du cours et puis ça va vous servir en même temps de toutes les autres parties parce que la dernière partie reprend un peu donc tout ce qui s'est passé dès le début. Okay. Monsieur, excusez-moi, dans ce cas, c'est plutôt les Z vont expliquer les 2 dernières variables. Ce n'est pas les 2 premiers, c'est ça, parce que c'est les 2 dernières variables de X qui sont corrélées avec epsilon t, c'est ça? Oui, donc ce sont les 2 dernières qui sont corrélées avec epsilon t. Et puis pour ces 2, on a trouvé 2 instruments. Alors pour que je vais terminer mon explication. Donc l'instrument final sera en fait celui-là, qui va reprendre la constante et le is11, is12, is1t, et puis il reprend le z11, z12, z1t, z21, z22, z2t. Voilà. C'est-à-dire qu'ils reportent simplement parce que eux, vu qu'ils n'ont pas de problème, de toute façon, vous savez que cette variable explique elle-même parfaitement à 100%, puisqu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on va chercher une autre variable qui va l'expliquer? C'est pour que cette dernière qu'on va aller chercher ne soit pas corrélée au thème d'erreur. Mais si eux-mêmes, ils ne sont pas corrélés au thème d'erreur, ben, on peut les utiliser encore comme un instrument pour eux-mêmes. Donc, ce qui fait qu'on n'a aucun problème à les reprendre comme instrument, à les reporter simplement. Donc, si vous trouvez 2 autres instruments, il suffit juste de reporter. C'est pour ça que je disais que dans ce cas, les 2 qui posent problème, si on arrive à trouver leur instrument, c'est suffisant. Mais monsieur, comment on peut insérer ces éléments Z dans la formule de calculer l'estimateur bêta? Parce que Z n'ont pas de relation avec YT. Ça ne vient pas expliquer YT, ça explique seulement la variable XT. Donc, comment on peut intégrer les vecteurs Z ou les éléments de ZT dans la fonction bêta, l'estimateur bêta pour calculer l'estimateur là? Où il faut que comme Z XT doit comme une fonction de ZT, comme ça on peut remplacer cette fonction-là dans la variable XT et ayant les éléments de ZT. Mais ici, là, dans la fonction de bêta, on remplace directement les ZT, remplacement directement les XT par les ZT. C'est ça, je ne comprends pas. Ah, tu es forte, hein? C'est-à-dire, tu as des questions qui donnent des mots de tête. Ok, Z', moins 1. Je ne sais pas si je vais pouvoir démontrer ça, mais voici en fait ce que tu demandes. Là, tu es d'accord? Là, c'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le alpha chapeau, quand on régresse donc le X sur Z, on aura le alpha chapeau qui donne en fait Z' fois Z moins 1 fois Z' X. Ça, c'est correct? Oui.
OK. Et à partir de ça, on peut avoir le XT chapeau. Le XT chapeau, en fait, ça va faire Z fois alpha chapeau. OK? Et oui, c'est ça. Donc, ça donne Z prime, Z moins 1 fois Z prime. X. C'est bon? C'est bon, hein? Je n'ai pas encore compris ça. C'est X chapeau égal Z fois Z prime Z moins 1. X chapeau. X chapeau, ça fait Z fois alpha chapeau. Donc, j'ai remplacé alpha chapeau par son expression. OK. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je disais que ça, c'est la première régression. Donc, on fait la régression de X sur Z. On récupère donc les estimés de X. Ce sont ça. Et c'est lui qui va rentrer maintenant dans la première estimation. Donc, ce qui fait que bêta chapeau, OK, serait maintenant X prime, X moins 1. Bon, X chapeau prime, X chapeau moins 1 fois X chapeau prime Y. N'est-ce pas? Oui, la fonction initiale, ça devrait être ça, ouais. Maintenant, il faut remplacer. Là, il faut remplacer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je sais que je vais déjà essayer de démontrer ça. Dans la fonction. Maintenant, prenons le X chapeau fois X chapeau prime fois X chapeau. C'est-à-dire, bon, calculons ça ici. Donc, calculons le X chapeau prime aussi. Ça va donner X prime fois Z prime Z moins 1 fois Z prime. C'est ça, non? Oui, c'est ça, oui. Alors, faisons donc le X chapeau prime fois le X chapeau. Ça va donner ça fois ça. Donc, ça va faire X prime Z, Z prime Z, moins 1 fois Z prime. Donc, ça, c'est fini. Ça, c'est le X prime chapeau. On multiplie par X chapeau. Donc, Z multiplié par Z prime Z, moins 1 fois Z prime X. Donc, ça va partir. Ça fait identité, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, monsieur, oui. C'est parfait. Donc, ça va rester X prime Z fois Z prime Z moins 1 fois Z prime X. OK? Et ça, on va... Ah oui, c'est ça. Pour inverser maintenant, A fois B moins 1. Je ne me souviens plus. Hein. Quand on prend l'inverse de A fois B, je pense que ça fait B moins 1 fois A moins 1. D'accord? Donc, ce qui fait que quand on va inverser celui-ci, ça va faire X prime Z. Non. C'est-à-dire X chapeau prime X chapeau moins 1, ça va faire Z prime X moins 1 fois ceci, Z prime Z fois X prime Z moins 1. Tu es d'accord? OK?
Est-ce qu'on est là? Oui, oui. Est-ce que c'est correct? Ou bien tu es en train de réfléchir? C'est-à-dire que j'ai écrit ça premièrement, ensuite ça, vu que j'ai fait le -1 en utilisant cette formule-là. Donc, j'ai commencé par la droite pour aller vers la gauche, quoi. Et puis, le -1 de -1, ça reste intact, ça va rester juste ça. Et l'exposant, ceci est souvent -1, donc c'est lui qui reste ici. C'est bon? Oui, parce que Z, prime Z ou Z, c'est une matrice comme symétrique, c'est ça? Donc, ça reste... Non, c'est pas ça. Ça dit que si tu inverses et puis tu inverses encore, c'est comme si je sais pas comment on appelle ça, si tu inverses quelque chose et puis tu réinverses encore, tu vas retomber sur la même Oui, chose. c'est pareil, oui. Donc maintenant que j'ai ça, je vais multiplier maintenant par x chapeau prime. OK? Le x chapeau prime, c'est ça. Donc, je vais avoir -1 multiplié par x chapeau prime. Donc, ça fait tout ceci. -1 fois z prime z fois x prime z -1. Maintenant que je vais multiplier par ceci. D'accord? Ça va faire x prime z fois z prime z -1 fois z prime. On est d'accord? On est d'accord? Oui, à la fin, qu'est-ce que vous avez écrit? Z prime Z -1 fois Z prime, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout ça que j'ai reporté. Alors, ce qui fait que ça fois ça, ça va faire identité. C'est bon? Oui. Il va rester z prime x -1 fois z prime z fois z prime z -1 fois z prime. Donc, ça fois ça aussi, ça va faire identité. Donc, ça va faire z prime x -1 fois z prime. Alors, donc, finalement, le bêta chapeau, ça va faire tout ceci fois y. OK, donc, c'est ça. Donc, finalement, on aurait ça. Et ce qui donne le résultat. Oui, parfait, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Ouais. Ben, ça m'a permis de le démontrer. Je n'avais pas essayé de le faire auparavant. Je sais que, bon, enfin, quand je faisais ma maîtrise en statistique, j'avais fait ça fait très longtemps. OK. Ça a permis tout le monde de voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, retenez ça. Il ne vous demande pas de le démontrer, donc vous êtes obligé de le retenir. Donc, de savoir, OK, c'est cet estimateur en fait qui sera non biaisé. Donc, vous le retenez comme ça. Et puis, bon, vous le plaquez. Bon, de toute façon, c'est des cahiers ouverts. Donc, vous démontrez qu'effectivement, celui-là, il n'est pas biaisé, qu'il n'est pas non plus... il est convergent aussi. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, dans l'exercice 5, la question 5, ça donne l'énoncé, ça donne l'espérance de xt, z prime t est égale à une matrice qxz, mais pour démontrer la convergence, c'est plutôt comme une matrice de la somme de z t x prime t moins 1. Donc, on peut prendre l'énoncé comme l'espérance de xt z prime t est égale à qxz. Donc, l'espérance de zt x prime t est égale à qzx. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que l'énoncé est donné comme ça, donc on ne peut pas prendre directement comme il faut comme
transformer pour qu'on obtienne la bonne matrice utilisée dans la convergence. Oui, ce n'est pas un problème. Ouais. Vous pouvez... Ne vous souciez pas de ça. OK. La QXX ou bien QXZ, QZX, ne vous souciez pas. OK. Donc, on peut écrire tout de suite que comme l'espérance de XTZ'T est égale à QXZ, donc on peut écrire que l'espérance de XT, ZT, X''T est égale à QZX, c'est ça? Ouais. OK. C'est bon, merci. En fait c'est ce qu'il donnait en fait dans l'exercice, mais c'est juste trompé, quoi. C'est ça qu'il voulait donner. Cela veut dire que l'énoncé n'est pas bon, c'est ça? Ou il est oui. c'est ça? Oui, c'est ça. OK, c'est bon, merci. Désolé. D'autres questions? Il y a le fait que vous utilisez l'écriture matricielle depuis le début du lab, puis nous autres, on travaille majoritairement avec l'écriture vectorielle depuis l'intra. Ah oui, c'est vrai, hein? Donc, la majorité des choses que vous avez écrites sont vraies, mais ce n'est pas la même version qu'on a dans les notes de cours. Oui, mais ici, bon, ça, il n'a pas fait dans le cours, donc je sais que... On a trouvé que bêta tilde variable instrumentale était convergent en probabilité vers bêta. Donc là, il a donné comme ça, il a dit bêta, ça va faire 1 sur T, somme de ZT, prime, XT. Non, est-ce qu'il y a 1 sur T? Non, il n'y a pas de 1 sur T, non. Ça fait somme de ZT prime XT moins 1 fois somme de ZT prime Y. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. On commence avec ça. OK, c'est bon. Mettez ça comme ça. C'est parce que Douglas, à un moment donné, il utilise, vous voyez, ces ZT, les XT que vous voyez, c'est une ligne. C'est-à-dire que une ligne, donc une observation qui comporte toutes les autres variables, donc de la matrice X. Oui, le X, tu peux juste mettre un X, mais c'est le vecteur des X. Donc, si tu as un 2, 3, 4, 5, et c'est quand même juste une ligne, donc c'est super bien fait. Exactement, c'est ça. OK, si on le comprend comme ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'après, il fait la somme sur les lignes. La somme sur T. OK, ben, les amis, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se dire l'année prochaine. Vous avez vu la correction, normalement, je ne devrais pas être dur là-dessus. Je vais voir. Pour ce qui concerne donc l'espérance donc, le I de θ 0, voilà, je vais voir là où chacun va progresser pour s'arrêter. Et puis bon, je vais enlever quelques petits points sans problème. Peut-être que vous allez les récupérer peut-être avec MATLAB. À part ça, ça devrait y aller. Si vous avez 90, c'est bon. Donc moi, je vais essayer de corriger pour voir jusqu'à vendredi pour vous envoyer les notes. Monsieur, est-ce que vous allez nous envoyer les codes aussi ou ça dépend de chaque groupe que les codes seront différents? Oui, les codes, non, je vais pas vous envoyer les codes. Hein. Je ne vais pas envoyer les codes. Mais bon, on va le refaire un peu en écho 8620. Donc, cette deuxième partie donc, des variables instrumentales. Donc, il n'y a pas vraiment de
de quoi s'inquiéter, quoi. Parce que, par exemple, dans la question 6, ça demande de calculer les écarts-types des paramètres ou des coefficients. Ça, quand on fait la régression linéaire multiple dans MATLAB, ça donne la valeur, mais c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il a une formule qu'on peut comme calculer directement. On écrit les codes dans MATLAB et puis on peut trouver ces valeurs-là. L'écart-type. L'érotype ou l'écart-type des paramètres. J'ai trouvé quelque chose sur Internet pour que ça donne les valeurs. Mais... On connaît les expressions, non? Quand on fait une régression MCO. Quand on fait MCO, donc la matrice de variance-covariance, donc de bêta chapeau, c'est ça, en fait. Je pense que ça donne quelque chose du genre X fois sigma chapeau carré, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai trouvé là et j'ai pris comme... ils ont dit qu'on peut prendre comme les valeurs sur les éléments sur la diagonale de cette matrice-là. C'est ça ce que j'ai écrit dans les codes que je peux trouver la valeur là, c'est ça. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on avait déjà une fois fait ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, tu peux écrire toi aussi. Sinon, tu prends ce qui est dans MATLAB, quoi. J'ai pris toutes les deux, là. J'ai calculé selon la formule ici, là. Sigma au carré, exprime x moins 1 pour trouver chaque écart-type de chaque paramètre. Mais j'ai pris aussi comme les valeurs dans la MATLAB de la régression. C'est ça que je me demande. OK. C'est bon, merci beaucoup. Si tu fais FitLM ou fit modèle, fit quelque chose, ça te donne toutes les réponses. Ça te donne l'estimé oui, c'est ça. de la constante, de le premier retard, deuxième retard, puis après ça, tu as l'écart type, après ça, tu as le t-test ou le f-test, puis après ça, tu as le p-value, puis tu as tout. Il te donne tout. Oui, j'ai vu ça, mais juste que parce que c'est marqué comme, je ne sais pas, estimer ou calculer les écarts-types ou les érotypes. Donc, je me demande s'il a une formule spécifique pour calculer ça, comme il a des lignes code, on peut écrire ça séparément au lieu de, pas au lieu de, mais c'est ça, au cas où on voudrait calculer là, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça. Donc, c'est bon, j'ai fait toutes les deux façons. Merci. Dans un ancien cours, il nous faisait calculer les matrices inverses à la main, puis les matrices variance-covariance. Puis oui, si tu voulais l'écart type, tu regardais sa diagonale principale, puis là, tu prenais la racine carrée. C'est ça que j'ai trouvé l'information, c'est ça. C'est bon, merci pour ça. C'est quelque chose de ce genre. Maintenant, après, ce qu'on doit faire maintenant, on doit aller faire la différence. Hein. On prend, après le log, on doit faire la première différence. OK. C'est-à-dire que c'est quand même assez... Vous devez faire xt moins 1 à chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne vous l'avais pas présenté, mais à partir de ce que je vous ai présenté normalement, vous devrez pouvoir le faire. C'est-à-dire que vous créez une autre variable, x sans retard, x1 retard, qui va prendre donc x à partir de 2. Non. J'ai une question pour vous. Oui. C'était pas beaucoup plus simple de tout simplement... Il y a diff, c'est ça? Il y a ça aussi. Ben, il y a deux questions. Tu sais, les données sont déjà dans Excel. Donc, tu peux calculer le log dans la deuxième colonne de Excel. Puis après ça, la différence dans la troisième colonne de Excel. Ouais. Puis le retard dans la quatrième, puis le deuxième retard dans la cinquième colonne de Excel. Puis après ça, tu importes le tableau de Excel.
Ouais. Ça, puis il y a aussi le package économétrie. Ouais. Dès que tes données sont dedans, il te demande hey, qu'est-ce que ça te tente de faire? Ben, tu dis ben, je veux le LN. Puis après ça, tu dis je veux la différence. Après ça, tu dis je veux appliquer le modèle AR. Il te demande avec combien de retard? Tu dis 2 retards. Mhm. Puis tu cliques sur le piton, puis là, il te sort de ça. Ouais, ça aussi c'est possible, mais c'est juste que bon, vraiment, on peut aussi écrire, c'est ça, donc de manière mathématique, les formules mathématiques. Sinon, tout est vraiment possible de manière simple, quoi. Il y a plein de façons différentes d'arriver à la même réponse. Mhm. Parce que je sais que autorégressif, je pense que quand vous mettez comme ça, vous mettez 2 quelque chose comme ça, et puis bon, ça vous donne le Y. Je pense que vous mettez la variable, et puis bon, lui-même, il le fait pour vous, quoi. Mhm. Donc, il y a tout. L'essentiel, c'est de pouvoir savoir où vous allez et puis vous questionner, vous trouvez la méthode, le chemin que vous voulez. Donc, moi, je vais regarder. C'est ceux qui l'ont fait, ils vont avoir un bonus, mais ceux qui n'ont pas pu faire ça, c'est pas grave, quoi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous allez pouvoir mettre la vidéo ce soir? Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que je la mette ce soir, vraiment. Ça, il faut. Parfait, merci. Ouais. Je ne sais pas si Rossi est connecté. Sûrement que lui est en train de dormir. Vu que... Ah, il est là. Non, je suis là. Ben, avec le décalage, actuellement, je pense que ça va être 6 heures ou bien 7 heures, je ne sais plus. Ah, mais j'ai réussi à faire le voyage. Je suis à Montréal maintenant. Ah, ok. D'accord. C'est parfait. Ok. Donc, disons que je vais mettre ça en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Bon, c'est pas grave. Essayez de faire ce que j'avais donné par rapport à exponentielle x moins x carré sur 2. Je ne sais pas trop si ça va fonctionner. Quelque chose comme ça. Sur θ. Donc, essayez de trouver le θ donc, par maximum de vraisemblance. Et puis, voilà. Et puis, essayer de faire la dérivée seconde. Bon, moi, je vous conseille la dérivée seconde parce que je vous avais dit que j'allais faire... la deuxième méthode, mais je savais que ça devient plus compliqué. La dérivée, ce qu'on avait trouvé, c'était quoi? Moins t sur θ. T sur θ carré. Je ne sais plus. La dérivée, c'était moins t sur θ plus 1 sur θ au carré plus somme de xt. Ça, c'est la première dérivée. Voilà. Donc, il fallait l'élever au carré, quelque chose comme ça. Sur θ carré. Si on élève au carré. Élever ça au carré, bon, ça devient plus compliqué. Hein. Donc, garder la deuxième dérivée, c'est beaucoup plus simple. Dériver 2 fois. Et puis, essayer de faire partir donc, ces éléments-là en fonction du θ. Voilà, donc c'est mieux. C'est mieux donc de dériver 2 fois. Donc, vous dérivez encore 2 fois. Donc, je refais encore, comme ça, pour fixer les idées. Ça fait t. Je sais qu'un truc de ce genre va tomber demain. Donc, quand vous dérivez 2 fois, ça fait t sur θ carré moins la somme de xt de sur θ Au cube. au cube. Et puis, à la fin, vous savez que ça donne. Ça fait quelque chose t fois θ.
Donc, ça va vous donner donc, t sur θ carré moins 2t sur θ carré. Là, ça vous donne t moins 2t, donc moins t sur θ carré. Et donc, l'espérance de... Est-ce que je... C'est au carré? Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. Je pensais qu'il n'y avait pas du carré avant. Ça m'étonne. Avant, ce que j'avais fait, il n'y avait pas le carré, hein? Non, le carré avait disparu à l'avant-dernière ligne. Là. Mais pourquoi on ne trouve pas la même chose? Non, c'est la même chose. C'est juste que la dernière fois, vous avez oublié sur la dernière ligne de mettre le carré sur le θ. Ok, je vais oublier. Et après ça, vous avez trouvé le Iθ avec pas de carré. Ok. Donc, il devrait avoir les carrés. Hein. L'espérance de T sur l'espérance de θ carré, c'est θ 0, hein. Donc, quand on prend le moins 1, ça va donner θ 0 carré sur T. Donc, quelque chose de simple, en fait, par rapport à ce que vous avez trouvé. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres préoccupations? Sinon, on va se déborder quand même. Ok. Parfait. Donc, bon examen, bonne composition à la session d'hiver. Merci. Bye bye. Merci. Merci, bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Refuse de marcher.